Et il faut savoir une chose, c'est que quand Iceberg serre la main d'une personne qui a des gants, les gants se changent en glaçons pour l'apéritif. Qui a des chips? Voilà. Pop, 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 toc, toc, badaboum, paf, et voilà, cascade, oh mon dieu! Salut à vous, salut les geekos, bienvenue dans un nouvel épisode dédié à la mythique revue Strange. Oui, la fameuse revue de comics de super-héros Marvel parue en France à partir de 1970. Et si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé sur ma chaîne YouTube cette année, vous avez sans doute déjà vu le premier épisode de ma review comics sur le Strange numéro 1, Strange en français, et déjà il s'en était passé des choses. Et je songeais justement à continuer cette série très intéressante. Alors on va démarrer sans plus attendre avec la couverture du numéro 2 qui nous annonce avec fracas, autour de notre héros en armure semblant se libérer de ses entraves, de nouvelles aventures d'Iron Man, du surfeur d'argent, des X-Men et de Daredevil sur un numéro 2 paru en France le 5 février 1970. Et comme d'habitude, la revue éditée par les éditions Lug à Lyon commence par une nouvelle aventure des X-Men. Donc une aventure des X-Men écrite et dessinée par les deux habituels compères que sont, dans l'ordre, Stan Lee et Jack Kirby. Une nouvelle fois, l'action commence d'emblée avec les nombreuses facéties des célèbres mutants qui font la course jusqu'à un mystérieux bâtiment en ville où est censé se trouver le professeur Xavier, leur mentor, leur guide spirituel, devrais-je dire. Donc ils doivent rejoindre le professeur Xavier dans ce bâtiment, donc ils font une course effrénée, chacun s'y rendant par ses propres moyens et pas forcément de la manière la plus discrète possible. N'est-ce pas, le fauve? D'ailleurs, il faut savoir que le fan club d'Angel, alias Warren Wharton, dans le civil, dans le Strange numéro 1, c'est Warren Wharton, saute sur le Playboy ailé pour l'embrasser et lui demander des autographes dès qu'il atterrit quelque part. Difficile de sauver le monde avec toutes ces fans à mes pieds, bon sang! Dégage! Vous avez vu comment je fais l'ange? Dans les premiers dessins animés de Spider-Man, Peter Parker ne s'appelait pas Peter Parker, mais il s'appelait Pierre Parker, dans la version française. Mais que nenni, heureusement, Strange Girl, alias Jean Grey, est là pour veiller au grain et chasser, pas au grain, mais au grain, et chasser les groupies à coups de pouvoir télékinétique pour les envoyer se faire voir dans une salle de cinéma où est projeté un film sur la sirène du Mississippi. Mais il n'y a rien à faire, le beau Warren, comme les autres X-Men d'ailleurs, en pince pour la belle Jean Grey, c'en est même un peu lourd parfois. Pendant ce temps, Cyclope et Iceberg ont quand même le temps sur leur chemin de sauver des ouvriers du bâtiment d'un mur qui était en train de s'effondrer. Et il faut savoir une chose, c'est que quand Iceberg serre la main d'une personne qui a des gants, les gants se changent en glaçons pour l'apéritif. Qui a des chips? Voilà. Et donc les deux numéros finiront par se faire véhiculer, je vous le donne en mille, par un fourgon de marchands de glace jusqu'au bâtiment du professeur Xavier. Ah, mon petit Stan, t'es trop un fou dans ta tête! Pourquoi ne pas les avoir fait emprunter des trottinettes ou encore les avoir fait passer par une patinoire tant qu'on y était? Bref, que d'actions palpitantes et bon enfant dans ce nouveau numéro. Mais au fait, pourquoi avoir appelé en urgence tous les X-Men? Eh bien tout simplement pour projeter sur un mur l'image mentale de la toute dernière menace de l'humanité, le fantôme. Oui, tremblez, masse hystérique, le fantôme est là et il va conquérir le monde. Le fantôme dont le professeur Xavier avait détecté la présence hostile dans la ville. On soulignera au passage le formidable travail de design sur le personnage du fantôme qui en glacerait d'effroi plus d'un rien qu'à la vue de son costume. En deux couleurs, blanc et vert cacadois, ça fait encore plus peur. Qu'est-ce que nous avons dans cet épisode? Un homme de la cinquantaine, dégarni sur le crâne, affublé d'un simple masque sur les yeux, d'un costume de serpent d'Halloween acheté sur Amazon, et d'une nappe de table de cuisine qui fait office de cape.
Rien n'a envier à Magneto en fait. Mais accrochez-vous bien car le personnage ne se démonte pas et assume parfaitement son apparence de travesti. Il ordonne même à la police de le conduire à la Banque Nationale pour la cambrioler. La police le prend au mot et l'accompagne jusque dans la banque, croyant avoir affaire à un petit farceur. Plus c'est gros, plus ça marche. L'officier Smithers lui remet même des billets sur le ton de la rigolade avant que le fantôme ne disparaisse comme par magie, laissant les policiers seuls avec leurs bêtises et les coffres vides. Ah, c'est ballot. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont aller faire la circulation demain matin. Afin de peaufiner l'entraînement de ses étudiants avant de les envoyer affronter ce nouvel ennemi, le professeur Xavier les envoie dans la salle des dangers. La salle des dangers, je sais pas si vous vous rendez compte, rien qu'au nom, le nom même fait trembler. Mais comment va-t-on illustrer la salle des dangers? Comment Jack Kirby va-t-il tenter d'illustrer la salle des dangers? Pour résumer, la salle des dangers, c'est une grande salle vide où on vous tire dessus avec des lasers, des missiles, des boules de pierre, des mains mécaniques qui viennent de nulle part. On s'en fout, c'est des comics, nom de Dieu! De toute façon, au fil des épisodes des X-Men, vous verrez à la longue, il y a toujours un moment entraînement, et notamment dans la salle des dangers, dans ce grand espace vide, cet open space, qui laisse travailler l'imagination du fan, et ça peut vite devenir barbant. Mais bon, le fauve, avec ses grands panards, qui essaye de se dépêtrer des situations dangereuses dans la salle des dangers, hein, le fauve qui affronte des situations périlleuses et qui arrive toujours à s'en sortir grâce à sa super souplesse et à ses pieds hyper puissants, ses pieds hyper développés. Pendant ce temps, le fantôme en profite pour apparaître mystérieusement au Pentagone, où il assiste sans problème à une conférence ultra secrète sur la sécurité nationale. Et d'ailleurs, on peut lire dans les dialogues, le général qui s'adresse à son collègue, « Réexaminons ces plans de défense du territoire, Undershoot. Oui, mon général, on n'est jamais trop prudent. » Et tout d'un coup, le fantôme apparaît. Comme si on rentrait dans un moulin au Pentagone. Mais le fantôme est là, et il compte bien revenir s'emparer de ces plans ultra secrets. Donc il vient juste narguer les officiers, et il disparaît aussitôt en leur annonçant qu'il reviendra chercher ses plans. Il reviendra un peu plus tard, en jouant de son pouvoir d'apparition-disparition, puisque c'est son pouvoir au fantôme, c'est de disparaître, d'apparaître. Là tu me vois, là tu me vois plus. Là tu me vois, là tu me vois plus. Là tu me vois. Eh oui, le fantôme c'est moi! Mais non, jamais vous ne me verrez de la vie avec un costume aussi ridicule. On disait que le fantôme réapparaîtra au Pentagone pour dérober ses plans ultra secrets en jouant de son pouvoir d'apparition-disparition, au nez et à la barbe des militaires et des agents du FBI. Juste après son exploit d'avoir dérobé les plans secrets, le fantôme fait le cador devant tous les responsables de la pègre de la ville. C'est la surenchère pour essayer d'acheter les services et les plans secrets du fantôme. Son but précis au fantôme, c'est de faire tomber tous les gouvernements et de conquérir le monde entier grâce aux plans secrets du Pentagone. Revenons-en à nos moutons, revenons-en à nos mutants. Les X-Men sont donc dépêchés en urgence à Washington à bord de leur fameux Convertiplane XV-1 pour espérer retrouver le fantôme. Donc ça aussi c'est un moment collector. Je vous laisse contempler, là, voilà, contempler le formidable Convertiplane XV-1 des mutants X-Men. La première fois sa première apparition dans une revue Strange, dans les comics. Donc déjà, voilà, ce type d'avion, c'était le futur en 1970. Mais après avoir manqué le fantôme une première fois, les X-Men devront assister à la télé au chantage du fantôme en direct, réclamant 10 millions de dollars au gouvernement américain en échange des fameux plans secrets qu'il a dérobés. Tout ce petit monde se donne donc rendez-vous quelques jours plus tard devant le Capitole pour procéder à l'échange des plans secrets, avec d'un côté les X-Men et de l'autre le fantôme qui a rallié à sa cause toute la pègre de la ville. Mais ce à quoi ne s'attendait pas le fantôme, c'est que le professeur Xavier va réussir à le convaincre mentalement en quelques secondes qu'il ne peut plus disparaître, le plongeant ainsi dans la déprime la plus totale et le livrant aux autorités.
Le génie du mal est vaincu, et oui, il suffisait juste d'y penser, par la force de la pensée, la force du professeur Xavier. En tout cas son pouvoir. Quel retournement de situation. Stan Lee a encore frappé, en surprenant ses lecteurs. Les X-Men ne feront ensuite qu'une bouchée des gangsters qui restent, donc à suivre. C'est ensuite, après un incroyable article sur la perruche Caroline d'Amérique, que la revue enchaîne sur un nouvel épisode du Vengeur des Reins. Je veux parler bien sûr d'Iron Man, un scénario écrit par Stan Lee et Archie Goodwin, un petit nouveau, et dessiné de très belle manière par Johnny Craig. Je préférerais même le style de cet artiste à celui de Jack Kirby, même si Jack Kirby est un géant de l'industrie du comics. Nous sommes quelques années après l'aventure de Tony Stark en Corée, la toute première dans le Strange numéro 1, où il avait confectionné pour la première fois son armure lui permettant de protéger son cœur artificiel. Depuis cet épisode, le milliardaire américain a eu le temps de peaufiner son armure, de la perfectionner et de lui donner un look beaucoup plus sexy en rouge et jaune, mais on a un peu de mal à s'en apercevoir avec la bichromie du numéro de l'époque. Là on est sur du blanc et du rose, enfin 2 tons de rose. Donc, c'est un peu la BD pour tous. Et cet épisode démarre tambour battant en compagnie d'un de ses plus sérieux concurrents, Drexel Cord, qui se plaint auprès de sa fille, la belle Janice, que ses usines sont en train de couler au profit de Stark Industries. Sa jalousie et sa colère l'ayant presque plongé dans la folie, Drexel Cord a décidé de fabriquer le Destructeur, sorte de robot géant et surpuissant, pour mettre définitivement un terme à la course au progrès technique avec Stark. Le Destructeur doit venir défier et supprimer le garde du corps de Tony Stark, Iron Man. Et à l'époque, personne ne sait encore que Iron Man et Tony Stark ne font qu'une seule personne. On est bel et bien dans le schéma du savant fou et de sa créature qui pourrait bien échapper à son maître. Et je dois dire que je préfère largement ce type de scénario aux précédents auxquels nous avons eu droit avec les X-Men qui étaient un peu simplets, on va dire. Tiens, Archie Goodwin y serait-il pour quelque chose d'ailleurs au niveau du scénario? Le Destructeur part sans coup férir en direction de Tony Stark, qu'il a réussi à détecter sur un yacht en compagnie de belles créatures au large de Long Island, alors que Janice Cord, effrayée par le monstre qui est devenu son père, se précipite pendant ce temps aux usines Stark pour prévenir du danger. On peut assister à Tony Stark qui se change discretos en Iron Man à bord de son yacht. Et oui, dans un yacht de milliardaire, il y a toujours une cachette où on peut se dissimuler pour revêtir son armure faite de nanotechnologie. On notera au passage la première apparition de Jasper Sitwell, un agent boutonneux à lunettes et blondiné du SHIELD, censé assurer la sécurité du site, car évidemment Stark Enterprise travaille sur des projets d'armement pour l'armée, donc il est logique que le SHIELD supervise ou surveille en quelque sorte l'activité de Stark. Au bout d'un combat épique dans les airs puis sous l'eau, Iron Man va finalement décider de simuler la défaite pour se laisser conduire par le robot aux sources du mal, vers son véritable ennemi Drexel Cord. Mais il est rejoint entre-temps par Sitwell et Janice à l'usine Cord qui sont déjà, eux, sur les lieux pour essayer de faire entendre raison aux scientifiques devenus fous. Ce qui rend la tâche encore plus difficile pour Iron Man avec des innocents dans les pattes alors qu'il est en plein combat avec le Destructeur. Combat épique qui va finir par dérégler le robot et pousser Drexel Cord à se sacrifier en faisant diversion pour l'empêcher de s'en prendre à sa fille. Iron Man profitera de cette faille pour bombarder le dos du Destructeur de répulsaux rayons et en finir avec lui. Une amère victoire car le père de Janice Cord succombera finalement à ses blessures après avoir retrouvé la raison l'espace de quelques instants. Mais que c'est triste! Mais que c'est beau à la fois. Mais c'est triste. Mais c'est beau à la fois. Mais c'est triste. Et 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 beau à la fois. Bon allez, ça suffit. Bref, ensuite on embraye avec le récit de Sir Hubert Wilking qui a tenté en 1935 de naviguer sous la calotte arctique en sous-marin dans la rubrique Notre Nouvel Âge. Suivi de près par une interview cocasse de l'humoriste de l'époque, Jacques Martin, qui a ensuite sévi dans la fameuse émission télé L'école des fans, que moi je regardais personnellement quand j'étais petit, et qui a peut-être traumatisé de nombreux enfants, enfin, nombreuses générations d'enfants.
fameux Jacques Martin. Eh oui, Jacques Martin. Et c'est l'heure d'un nouvel épisode de l'intrépide Daredevil sous la menace d'Electro. Un épisode qui commence par l'arrivée tonitruante de la chose des 4 Fantastiques dans le bureau d'avocats Nelson et Murdock. Et oui, car Matt Murdock est au départ avocat, un prestigieux avocat même, aveugle, mais avocat tout de même. Et sexy par-dessus tout. Enfin, sexy pour les femmes, hein. Moi je dis ça, ce n'est pas mon avis, moi je m'intéressais que par les femmes. Hein. Bon, je tiens à faire la précision. Il n'y a pas de confusion. Matt Murdock, alias Daredevil, qui a des super pouvoirs accessoirement, et justement qui n'est pas là, qui n'est pas présent au bureau, il est un peu dissipé, hein, un peu absent, au moment même où la chose débarque dans le cabinet. Et la chose voudrait faire vérifier par le cabinet d'avocats le contrat de bail du building des Fantastiques, qui doit arriver justement à échéance. Donc voilà, on est vraiment... les super-héros ont aussi une vie de tous les jours. Hein. Ils doivent gérer à la fois le côté action, le côté sauver le monde, mais d'un autre côté, ils doivent aussi gérer toute la partie administrative. Voilà, mais ça, on vous le montre rarement dans les comics. C'est jusque-là, c'est un aparté. Voilà, et des fois, il arrive aussi que la chose fasse la lessive chez les Fantastiques. Et je sais pas qui fait le repassage. Je crois que Johnny Storm a arrêté de faire le repassage à un moment donné, parce qu'il avait la fâcheuse tendance de brûler les vêtements. Donc maintenant, il me semble que c'est la chose aussi qui fait le repassage chez les Fantastiques. C'est-à-dire qu'il pose un vêtement sur une planche, il saute et il se couche dessus. Il reste 5 minutes et le vêtement est complètement repassé, enfin comme une crêpe, quoi. Donc voilà, plein de petites choses, les petites choses rébarbatives, les choses administratives, voilà, les choses du quotidien. Et bien chez les Fantastiques, c'est la chose qui gère ce genre de choses. Donc c'est la chose qui s'occupe de la partie administrative chez les Fantastiques, et il veut un avocat pour inspecter leur résidence avant de re-signer le bail. Ok. Mais malheureusement Murdock est absent, car il fait au même moment une descente en tant que Daredevil dans un vieux garage pourri. Attendez. Voilà, on en était... Mais malheureusement, Murdock est absent car il fait au même moment une descente en tant que Daredevil dans un vieux garage pourri pour mettre minable des voleurs de voitures. Justement, c'est le gang de voitures qui obéit à Electro, mais celui-ci n'est pas là au moment de la raclée, comme par hasard. Murdock, c'est Matt Murdock, hein, il joue Daredevil, et pas Murdock dans l'agence Tourisque. Je dois dire que le style de Joe Orlando est certes détaillé, et plein de travail, mais il manque parfois un peu de maîtrise, et surtout dans la pose des personnages, ce qui, avec un trait un petit peu, parfois un peu grossier, donne à l'ensemble un petit côté amateur. Mais bon, le mec il a quand même bossé chez Marvel, donc respect quelque part. Mais revenons à Daredevil, ou Daredevil en anglais pour nos amis anglophones, et à ses exploits qu'un certain Electro n'a pas manqué de suivre depuis la fenêtre de sa chambre. C'est en effet dans ce numéro que nous apprenons donc les origines d'Electro, alias Max Dillon, ancien électricien qui travaillait sur une ligne à haute tension lorsqu'il fut soudainement frappé par la foudre. Depuis, il n'a plus qu'une idée en tête, le crime, the crime. Et il se déplace en volant grâce à des arcs électriques ou parfois de ligne électrique en ligne électrique en glissant sur le fil. En fait, il est tout le temps sur le fil, ce personnage. Au départ, Electro compte dérober les découvertes scientifiques des Fantastiques dans leur propre bâtiment. Donc il y pénètre par effraction. Comme vous pouvez voir ici, c'est très facile de pénétrer par effraction chez les Fantastiques, il suffit juste de grimper un mur, d'ouvrir une fenêtre, ou en tout cas de la pousser avec un rayon électrique, et de rentrer. Voilà. Donc ils ont intérêt, enfin je sais pas qui s'occupe de la sécurité du bâtiment chez les Fantastiques, mais la sécurité en tout cas, elle n'est pas fantastique. Mais voilà que Matt Murdock, alias Daredevil, se voit contraint lui aussi de se rendre au Baxter Building, l'immeuble officiel des Fantastiques, à la demande de son ami Foggy Nelson et de leur assistante Karen, qui brûle secrètement d'amour pour son patron, et a peut-être une piste pour réaliser une opération chirurgicale qui lui permettrait de retrouver la vue un jour, et donc d'être encore plus sexy par la même occasion. Mais au fil des événements et voyant Daredevil arriver dans le bâtiment, Electro compte alors se venger en piégeant notre intrépide super-héros dans le Baxter Building, où il prend le contrôle de tous les appareils électriques.
Il parvient à étourdir Daredevil grâce à des décharges électriques avant d'enfermer celui-ci dans une fusée missile des Fantastiques et de l'envoyer dans l'espace et au-delà. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est dans un truc complètement fou, c'est-à-dire que les Fantastiques, ils ont une fusée missile dans leur propre bâtiment, en plein centre-ville, et donc Electro, qui a réussi à mettre KO Daredevil grâce à son pouvoir électrique, le fout carrément dans la fusée, et il fait décoller la fusée, il envoie le tout dans l'espace. Et après, démerde-toi. Donc Electro n'arrive pas à faire bien fonctionner, à avoir accès aux commandes de la fusée, donc il n'arrive pas à la faire exploser en vol. Parce que justement, les commandes réagissent à l'ADN des Fantastiques. Et seuls les Fantastiques peuvent contrôler la fusée. Donc, Electro est complètement pris de colère, et donc envoie une décharge sur les commandes, et de cette manière, il envoie directement le missile dans l'espace. Voilà. C'est assez basique. Daredevil est envoyé dans l'espace. Oui, vous avez bien entendu, Daredevil dans l'espace. Mais on est dans les comics, hein, donc on peut faire tout ce qu'on veut quasiment. Et il faut bien qu'il y ait un dénouement. Donc Daredevil va reprendre ses esprits et parviendra au moyen de ses super sens à piloter la fusée, non pas à vue, on va dire plutôt sans vue, vers la Terre pour se poser au cœur de Central Park. Oui, encore une fois, vous avez bien entendu, un aveugle a réussi à piloter une fusée et à la faire atterrir au cœur de Central Park en plein New York. Daredevil qui reprend le contrôle de la fusée, voilà, il a même pas de canne, et grâce à ses super sens, il est capable de sentir les vibrations émises par chaque aiguille, chaque appareil, chaque bouton de la fusée, et donc il peut deviner que tel bouton, telle commande arrive à gérer la gouverne de direction, ou le booster de la fusée, etc. Enfin, un truc de malade. Daredevil, en plein cœur de Central Park, qui sort d'une fusée. Une scène assez banale, hein, dirons-nous. Allez, hop, circulez, y a rien à voir. C'est un super-héros, il peut tout faire. Après tout ça, une petite balade en calèche, et un petit trajet suspendu à une roue d'hélicoptère au-dessus de New York, notre cher Daredevil se représentera devant Electro au Baxter Building, comme si de rien n'était, pour le poursuivre à nouveau, à travers la ville, et enfin réussir à l'immobiliser sous le poids du lourd rideau d'une salle de spectacle. On est dans une salle de music hall, et la seule arme que Daredevil réussit à trouver pour immobiliser Electro, c'est d'arriver à faire tomber le rideau de la scène de théâtre sur Electro. La police prendra ensuite le relais en l'arrosant en permanence à coups de jets d'eau afin de neutraliser son pouvoir. Nikola Tesla doit se retourner dans sa tombe au moment où j'enregistre cette phrase. Fin de l'épisode, mais ne retrouvez sans plus tarder très prochainement une nouvelle aventure de Daredevil face au hibou, le roi de la pègre, encore un super vilain des plus pittoresques, dirons-nous. Après le fantôme, il y aura le hibou. Retour sur la rubrique Notre Nouvel Âge, ensuite avec des projets de base spatiale sur la Lune et le pouvoir des rayons laser. Donc déjà en 1970, on projetait d'aller coloniser la Lune. Et finalement, quand on voit aujourd'hui où on en est, c'est à se poser la question à quel moment l'histoire de l'humanité a bien pu bifurquer pour qu'on en soit là où on en est aujourd'hui. En tout cas, les valeurs sûres, elles, restent avec les voitures de marque Austin et Daimler qui faisaient l'objet, déjà dans ce numéro, de l'article qui a suivi. La magnifique Austin Mini, voilà, véritable voiture du futur, hein, comme déjà dans le Strange numéro 1, la Renault 12 était aussi une voiture du futur à l'époque pour 1970. Donc des articles qui n'ont rien à voir avec les comics et les super-héros, mais c'est pas grave, ça remplit la revue, ça fait des pages, on se diversifie, en quelque sorte. Et enfin, nous allons boucler cette vidéo avec une nouvelle aventure du surfeur d'argent, qui est la suite de l'histoire L'héritier de Frankenstein, dont j'ai déjà parlé dans Strange numéro 1. En effet, avec toujours un dessin superbe et puissant de John Buscema, alias Jean le Boucher en français, on retrouve le comte Frankenstein qui avait réussi par la ruse à enfermer le surfeur d'argent dans un caisson afin de créer un double, un double à ses ordres grâce au pouvoir cosmique. En pleine expérience, le surfeur d'argent, sentant son pouvoir s'affaiblir et lui échapper, parvient quand même à faire exploser le caisson où il était enfermé et se retourne contre le savant fou. Mais le surfeur d'argent se retrouve soudain
à devoir lutter contre son propre double qui a les mêmes pouvoirs que lui, et qui commence à détruire les villages autour du château Frankenstein. Encore une fois, nous sommes dans la thématique du savant fou et de sa créature, mais tourné dans une direction assez originale, une autre direction qui est tout aussi intéressante. C'est-à-dire on démarre avec le mythe, le sujet de Frankenstein, et on essaye d'en trouver, d'en faire une déclinaison, une énième déclinaison, de partir dans une autre direction, encore inexplorée, avec le surfeur d'argent, et de la projeter vers l'espace, et le pouvoir cosmique, et de projeter tout ça dans le domaine des super-héros, et c'est ça qui est intéressant. Afin de protéger les humains d'effets collatéraux, le véritable surfeur d'argent va finalement entraîner son double dans l'espace pour entamer un combat épique entre explosion solaire et course-poursuite stellaire. Ce qui va même inquiéter les Russes, qui, quand ils voient toutes les explosions qu'il y a dans l'espace, autour de la Terre, les Russes qui vont soupçonner les Américains de procéder à des tests nucléaires dans l'espace en secret. Mais finalement, le combat va se rediriger vers la Terre, où le faux surfeur commence à détruire une ville en représailles, ce qui ne manque pas de déclencher une réponse militaire de la part des Terriens, mais qui reste totalement inefficace. Au prix d'un effort exceptionnel et en usant de sa force cosmique inégalable, le vrai surfeur d'argent finira par soumettre son double et le désintégrer, mais ne pourra empêcher les humains de déverser leur colère sur lui, ceux-ci croyant en fait qu'il est à l'origine de l'attaque. Le surfeur d'argent sera à la fin, comme d'habitude, confronté systématiquement à sa propre malédiction, c'est-à-dire qu'il a beau essayer de faire le bien, de protéger les humains contre leurs propres vices, il en revient toujours au même point, c'est-à-dire qu'il est maudit, il est banni dans l'espace, il est à la fois banni par ses ennemis, et il est aussi banni par les gens qu'il est censé aider. Donc tout ce qu'il fait, que ce soit en bien ou en mal, finit toujours par se retourner contre lui. À la différence d'autres super-héros, le surfeur d'argent est un personnage qui est en permanence déchiré par différents sentiments, différentes émotions. Le surfeur d'argent est fondamentalement bon, c'est un personnage bon, mais qui peut avoir des sautes d'humeur, ou qui peut être pris à son propre jeu, qui peut être trompé, mais à la fin, il finira toujours par revenir du bon côté et à essayer de faire de bonnes actions. Eh bien, l'histoire continue au château de Frankenstein avec son assistant. Donc dans son château, le comte Frankenstein n'aura finalement pu assister à l'issue du combat entre le surfeur d'argent et son double, car il est précipité dans le vide, depuis la tour la plus haute de son château, par son valet, son fidèle valet difforme, Borgo, qui est envahi par le remords et la honte. Un petit avant-goût de l'épisode suivant, les X-Men qui vont bientôt affronter le Colosse, un grand mec bien costaud, trapu, un rugbyman, qui se balade en caleçon. Voilà. La couverture du prochain numéro à paraître le mois suivant, le Strange numéro 3, avec en couverture le surfeur d'argent survolant le fantôme du Hollandais volant. Yeah! Ainsi s'achève ce nouvel épisode bourré d'action et d'aventure avec nos chers super-héros que sont le surfeur d'argent, Daredevil, Iron Man et les X-Men. J'espère que ça vous a plu et que vous en voudrez encore. J'espère que demain, il y en aura plus. Que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et celle des super-héros Marvel. On met un petit pouce levé si vous avez aimé cette série. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ou si vous aussi vous avez lu secrètement Strange, ou même dans votre enfance. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez apprécié cette review. Bien t'abonner à ma chaîne. Bien, oui. Et ça c'est un clip en dédicace à Claude François. Oui. Vive la SF, vive le fantastique, vive la BD et les comics. Laissez parler le geek qui est en vous. Foncez au cinéma et dévorez des BD. À bientôt pour une prochaine vidéo sur Day of the Geek. Bye bye. Merci à vous.